Au début de l'année 1861, alors qu'il vient d'être retenu pour construire le nouvel Opéra de Paris, Charles Garnier se présente au Palais des Tuileries pour exposer son projet à l'empereur Napoléon III. L'anecdote raconte que l'impératrice Eugénie, présente à ce moment-là, aurait alors dédaigneusement lancé à l'architecte. « Qu'est-ce donc que ce style? Ça n'est ni du grec, ni du Louis XVI, pas même du Louis XV. » Garnier aurait alors répondu du tac au tac « Madame, ces styles ont fait leur temps, c'est du Napoléon III. Et vous vous plaignez ?» Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du plus célèbre des édifices du Second Empire et de son architecte, l'Opéra de Paris de Charles Garnier. L'Opéra de Paris, construit entre 1861 et 1875, est tout d'abord un édifice novateur sur le plan fonctionnel. Contrairement aux théâtres antérieurs, qui cherchaient à englober toutes les fonctions qu'ils abritaient dans un volume unique, l'Opéra de Charles Garnier sépare clairement les différents espaces. Si l'on considère la coupe longitudinale de l'édifice, on découvre ainsi de manière séquencée le vestibule surmonté d'une galerie d'apparat, le grand escalier, la salle de spectacle surmontée d'un dôme, la cage de scène, un espace principalement dédié aux artistes qui comporte des salles de répétition et des loges, et enfin un bâtiment administratif. Ces ensembles s'articulent ainsi dans une succession de volumes hétérogènes. Par ailleurs, Garnier fait largement usage du métal pour structurer son bâtiment, ce qui est très moderne à l'époque. L'édifice possède ainsi une véritable ossature métallique, que l'on retrouve dans sa charpente, sa cage de scène ainsi que dans ses planchers. Mais la caractéristique la plus marquante de l'Opéra de Paris est sans doute son style architectural inclassable. L'édifice mélange en effet avec brio plusieurs références historiques que nous allons étudier. Cela en fait un des monuments les plus représentatifs de l'architecture dite éclectique, qui s'épanouit sous le Second Empire. Pour comprendre la démarche de Charles Garnier, plongeons dans l'univers intellectuel des architectes de l'époque. En 1748 a lieu la première campagne de fouilles à Pompéi, ce qui conduit en Europe au développement de l'archéologie. L'intérêt est tout d'abord porté aux édifices antiques, nombreux dans le sud de la France. Mais dès le début du XIXe siècle, ce mouvement s'étend aux édifices de toutes les époques. C'est dans les années 1830 qu'apparaît la notion de monument historique, avec une commission officielle, dont Prosper Mérimée est l'inspecteur, et qui a pour mission d'identifier et de préserver les édifices du passé jugés dignes d'intérêt. Et il y avait beaucoup à faire, notamment du fait des conséquences de la Révolution de 1789, qui avait conduit à la destruction ou à la mutilation de milliers d'églises, d'abbayes et de châteaux, dont certains étaient d'une importance artistique majeure. Témoins des destructions et conscients des pertes irréparables subies pour le pays, de nombreux architectes de l'époque s'intéressent à ces monuments historiques. Ils écrivent sur leur style, pour en délimiter les caractéristiques principales, le plus souvent à des fins de restauration. Dans ce contexte, Eugène Viollet-le-Duc remet par exemple à neuf la basilique de Vézelay, le château de Pierrefonds, ou encore la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est ainsi qu'apparaissent les architectures historicistes. Au milieu du XIXe siècle, on ne se contente plus de restaurer les monuments anciens. On construit en copiant les styles historiques. Dans ce contexte sont édifiés des bâtiments néo-romans, néo-gothiques ou encore néo-classiques. Mais sous le Second Empire, les architectes commencent même à mélanger les styles architecturaux au sein de leurs édifices. On parle alors d'architecture éclectique. Et c'est exactement ce que fait Charles Garnier pour son opéra. On peut tout d'abord noter dans l'édifice une tension esthétique entre un univers classique et un univers baroque. La façade principale l'illustre bien. On y retrouve tout l'appareil de l'architecture antique, avec ses colonnes, ses chapiteaux corinthiens et ses frontons. Garnier se réfère ici au plus pur classicisme, très en vogue en France au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il s'inspire particulièrement de la colonnade du Louvre, construite par Claude Perrault dans les années 1660, ainsi que de l'ancien garde-meuble royal, actuel hôtel de la Marine,
bâti par Ange-Jacques Gabriel sous le règne de Louis XV. Mais il se réfère également pour sa façade au front de scène de la Renaissance italienne, à la dimension très ornementale, comme par exemple celui du théâtre olympique de Vicence, construit à la fin du XVIe siècle par Palladio et Scamozzi. S'inspirant du modèle du front de scène pour sa façade, Garnier porte le théâtre à l'extérieur de l'édifice, transformant pour ainsi dire le spectateur en acteur. Mais l'Opéra Garnier, par-delà sa dimension classique et ses références à la Renaissance, est aussi un édifice qui cherche à solliciter tous les sens. On peut ainsi dire qu'il est fortement marqué par un esprit baroque. Partout, c'est la couleur qui domine. On la retrouve dans la polychromie des marbres, dans les mosaïques, ainsi que dans les nombreuses dorures. L'opulence ornementale est partout et fait appel à tous les arts. Sculptures, peintures, fresques, stucs et dorures sont abondamment utilisés. Ces arts viennent ainsi compléter la musique et la danse qui sont accueillis à l'intérieur de l'édifice. L'idée est pour Garnier de créer un monument faisant la synthèse des arts, une sorte de temple dédié à l'art total. Ici encore, la façade illustre pleinement la démarche de l'architecte. Outre les bustes et les médaillons représentant de grands compositeurs, Garnier inclut dans la statuaire de la façade des allégories couvrant tous les domaines de l'art. On y retrouve entre autres la poésie, l'architecture, la peinture et la sculpture, la musique instrumentale ou encore la danse. Pour mieux comprendre la quête d'art total de Charles Garnier, il faut revenir aux origines de l'opéra. L'art lyrique est inventé à la fin du XVIe siècle par les humanistes florentins. Très influencés par l'Antiquité, et notamment par le platonisme, ils cherchent à ouvrir l'homme sur le beau, le vrai et le bien, valeurs qui structurent le cosmos. Or, comme l'explique Platon, ce cosmos s'articule déjà essentiellement autour des notions de rythme et d'harmonie. Aussi, l'univers répond d'une véritable métaphysique de la musique, dont le démiurge est pour ainsi dire le chef d'orchestre. Aussi, dans l'Antiquité, les tragédies sont déjà souvent mises en musique et rythmées au moyen d'instruments. Le théâtre, qui met en scène l'aventure humaine, devient une allégorie du cosmos. On y rejoue la grande musique de la création dans un espace symbolique. Ces idées n'ont pas échappé à Charles Garnier, car s'il y a bien un chef d'orchestre à l'Opéra de Paris, c'est l'architecte lui-même. Nouveau démiurge, il crée cet espace symbolique où tous les arts se synthétisent dans une quête de vérité. Garnier est ici pleinement dans l'héritage de la philosophie des Lumières, qui cherche la fusion des différents domaines du savoir. C'est ainsi par exemple que l'encyclopédie, dans l'article Louvre de 1765, définit le concept de musée, pensé comme un atelier de l'esprit humain, regroupant tous les secteurs de la connaissance. Ça n'est pas par hasard que l'on retrouve souvent sous le Second Empire des édifices synthétisant musées, bibliothèques ou encore écoles des beaux-arts. Au moment où d'autres synthétisent le savoir, Charles Garnier unit les arts dans son opéra, mais la démarche est toujours la même, celle de la quête d'une forme de vérité par la synthèse, aussi bien sur le plan fonctionnel que stylistique. Cette quête de synthèse en vue d'un art vrai conduit à une architecture hautement sophistiquée, où le principe d'unité revient comme une obsession. Cette recherche d'unité et de vérité se retrouve chez de nombreux architectes de l'époque, comme par exemple Eugène Viollet-le-Duc, spécialiste du Moyen-Âge, qui considère la valeur d'un monument par rapport à sa cohérence architectonique. Grand restaurateur, il n'hésite pas à réinventer les édifices dont il a la responsabilité. Restaurer, pour Viollet-le-Duc, consiste moins à remettre un édifice dans l'état dans lequel il se trouvait à telle ou telle époque qu'à le rebâtir tel qu'il devrait être, selon un modèle archétypal. Mais ça, c'est encore une autre histoire.